Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à nos programmes et à ce rendez-vous de l'actualité internationale. Fermeté face au coup de force, tolérance zéro. C'est la position affichée du président nigérian Bola Tinubu, position qu'il faut mettre en relation avec cette présidence à venir de la CEDEAO. Nous allons analyser quelque peu les quelques pans de son discours d'acceptation de cette présidence afférente où les trois juntes du moment dans la région ouest africaine, je veux nommer le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, sont, on va dire, dans le viseur du numéro 1 nigérian. Nous allons faire le tour de cette question avec Kenneth Genolek-Padonou, analyste géopolitique à Morgan Training. Bonsoir. Bonsoir. Sur ce même plateau, Joël Ataï Guédégbé, expert en gouvernance. Bonsoir. Bonsoir. Et depuis... Je n'ai pas oublié votre nom. Hein. Ah, c'est rassurant. Qu'avez-vous pensé de cette position affichée du président nigérian? Je crois qu'elle est dans le sens de la doctrine en cours de la CEDEAO qui se voudrait intolérante vis-à-vis des changements anticonstitutionnels. Maintenant, le président Tinubu, depuis son investiture, pour ne pas remonter à la campagne, est quand même dans une certaine forme qui contraste avec l'âge qu'il a, la santé précaire qu'on lui prêtait, et même celle de ses prédécesseurs, le général Boari, le général Yar'Adua. Donc on sent probablement un Nigeria qui est de retour avec le vieil homme, mais qui n'est pas moins tonique et dynamique. Et voilà, quelques semaines après son arrivée, le voilà donc adoubé par ses pairs de la CEDEAO, probablement aussi par un concours de circonstances dans l'ordre de succession, parce que je crois que ça aurait dû être le tour de certains pays, mais qui sont sous embargo. Et à l'arrivée, c'est pas une mauvaise nouvelle que de voir un Nigeria qui essaye de rompre avec l'isolationnisme qu'a semblé incarner le président Boari pour reprendre sa place au cœur de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest, et se rendre autant utile que possible à ses voisins, à l'ensemble de l'Afrique. C'est probablement le meilleur, ce qu'on attend du Nigeria. Évidemment, il va falloir être attentif à la déclinaison de cette profession de foi. Est-ce que ça va être pour autant le retour à la canonnière, à l'écomog, à la puissance de feu du Nigeria qui débarquait presque un peu partout comme gendarme de l'Afrique de l'Ouest? Peut-être que les temps ont changé, donc attendons de voir comment cela sera articulé, et à la fois par rapport aux possibilités, aux capacités du Nigeria, aux situations concrètes, et enfin aux situations concrètes de velléité de troisième mandat qui n'ont pas été moins des causes structurelles des coups d'État qu'on déplore. Voilà. Kenneth Genolek-Padonou, c'est la même question. Oui, par rapport à cette déclaration du numéro 1 du Nigeria, après son investiture à la tête de la CEDEAO. Bon, moi, je ne pense pas que ce soit quelque chose de très très nouveau, parce que déjà, si on se réfère aux actions de ce dernier-là, à l'intérieur du Nigeria même, on sent un certain désir de ce dernier-là de restaurer l'ordre et de ramener une certaine alchimie, surtout au niveau de l'économie du pays, afin de le rendre plus stable et beaucoup plus dynamique. Donc, si on se réfère ensuite aux objectifs de base de la CEDEAO, qui est de promouvoir une certaine économie commune à ces États-là, qui sont des membres de cette organisation-là, on pourrait dire que oui, il est dans une logique d'étendre cette politique-là, ce dynamisme qu'il est en train de mettre en place au niveau du Nigeria à ses collaborateurs, à ses partenaires de cette organisation-là, qu'est la CEDEAO. Donc, de ce point, il a bien mentionné que pour arriver à cet objectif économique-là, il faudrait déjà s'assurer de la stabilité politique et de la stabilité des personnes sur ces différents territoires-là. Donc, cette déclaration de ce dernier déjà montre à quel point la question de la sécurité, la question du développement de non seulement le Nigeria, mais aussi
de l'Afrique, enfin de l'Afrique de l'Ouest, si on prend le cas de la CEDEAO, lui tient à cœur. Et de l'autre côté aussi, il ne faudrait pas oublier que le Nigeria fait partie, enfin pour ne pas dire, est la plus grande puissance, non seulement économique, mais aussi militaire de cette zone-là. Donc, en ce sens où, en tant qu'ancien faiseur de roi du Nigeria, il voit ses pairs discuter autour de sujets qui ne sont pas vraiment forcément d'actualité, transcender les règles de la juridiction pour aboutir à des coups d'État, enfin acquérir le pouvoir par la force, mais d'un côté en péril ces principes-là de base de l'organisation, parce qu'à certains points dedans, il est fait mention du maintien de la paix et de la sécurité. Donc, en ce sens, quand on prend les objectifs de ce tome-là, qui sont de faire valoir les règles, on peut bien dire que ces déclarations-là, après cette accession, après avoir acquis ce poste-là, sont tout à fait normales. Voilà, le docteur Djifa Agbezouken depuis Rabat, s'il est en ligne. Oui, docteur, je vous pose la même question. Est-ce que cette prise de position de Bola Tinubu vous a surpris? Alors, je pense que c'est une belle manière de prendre les fonctions en tant que président de l'organisation sous-régionale CEDEAO. Mais après, ça reste un discours et il faudrait maintenant, je pense, en tout cas à mon humble avis, de revenir sur le terrain pour voir en fait quelles sont les causes derrière ce qu'on veut, on veut pourchasser. Parce que je pense que on en avait discuté une fois sur vos chaînes et de ce sujet-là. Les coups d'État dans la sous-région ne sont pas, c'est juste la face visible d'un phénomène un peu plus profond. Donc il faut chercher à savoir quelles sont les causes derrière ces prises de pouvoir par les militaires pour justement essayer de faire le travail depuis la base pour les endiguer. Parce que se dire aujourd'hui, ok, on va être intransigeant contre les coups d'État, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on fait derrière concrètement pour essayer de résoudre les problèmes qui sont à la base de cette résurgence de forces dans la région? Donc, notamment, c'est la question sécuritaire. Ils en ont discuté brièvement, mais il faut aujourd'hui que des actions concrètes soient mises en place. Et les pays qui sont sous la menace djihadiste, il faut absolument que l'organisation sous-régionale leur vienne en aide. Ce n'est pas un combat d'un seul pays, c'est le combat de toute la sous-région, voire de toute l'Afrique d'ailleurs. Mais aujourd'hui, est-ce que ces pays, si je prends l'exemple du Mali et du Burkina Faso, est-ce qu'aujourd'hui ces pays ils reçoivent l'aide nécessaire qu'il faut pour pouvoir contrer les menaces terroristes sur leur territoire? Je ne pense pas que ce soit le cas. Aujourd'hui, les pays côtiers aussi sont devenus vulnérables. Le Bénin, le Togo, ils ont tous récemment connu des attaques djihadistes dans le nord de ces territoires. Donc ça veut dire que ce n'est plus qu'une seule question des pays du Sahel, mais c'est une question qui concerne toute la sous-région. Donc il faut une synergie d'action pour justement essayer de lutter contre ce phénomène qui aujourd'hui est prise par les militaires comme étant le motif pour lequel ils ont accédé au pouvoir. Donc on ne peut pas leur en vouloir. Un militaire, son rôle c'est de défendre son territoire. Et quand il y a la menace, que ce soit une menace externe, une menace interne, ils ont cette faculté de pouvoir réagir. Mais la question, c'est de savoir combien de temps ça va durer. C'est toute la difficulté de la situation. Donc, oui, monsieur Tinubu le dit très bien, il va être intransigeant contre les prises anticonstitutionnelles de pouvoir, mais encore faut-il que derrière les actions nécessaires soient mises en place pour accompagner les pays qui sont en difficulté en termes sécuritaires et si on veut aller au-delà également en termes de gouvernance, parce qu'il y a aussi cette question de gouvernance. Et quand on parle de questions de sécurité aussi, question de gouvernance, parce que vous avez des franges de la société qui ne se sentent pas, en tout cas prises en compte dans les politiques publiques, qui se sentent abandonnées. Donc c'est des personnes vulnérables qui sont très facilement manipulables par les groupes extrémistes. Donc, il faut justement aussi aller sur ce côté-là, voir la gouvernance. Est-ce que la richesse des pays sont équitablement partagées? Est-ce que chaque citoyen a de quoi vivre, en tout cas le minimum vital? Est-ce que chaque citoyen là? Est-ce que la jeunesse a de l'emploi? Toutes ces questions doivent être absolument débattues et traitées de fond en comble pour
essayer, on va dire, dans la mesure du possible, lutter contre la prise de pouvoir anticonstitutionnelle. Parce que pour moi, c'est juste la face visible d'un phénomène un peu plus profond qu'il faut traiter. Oui, tout ce que vous venez de citer, ça fait quand même un vaste programme auquel le Nigeria lui-même est certainement confronté. Mais pour le moment, on peut comprendre que le président nigérian veuille être intransigeant, tout au moins sur les engagements pris par les militaires dans ces trois pays, le respect du calendrier électoral, en tout cas tout ce qu'ils ont promis, retour du pouvoir aux civils. Donc on peut comprendre que ce sont sur ces principaux points qu'il compte être intransigeant, en tout cas, puisque ce sont des engagements librement consentis, pouvoir veiller à ce que ces calendriers-là soient respectés. Oui, tout à fait. Bon, c'est bien, je pense que oui, il faut une certaine rigueur à l'égard de ces régimes militaires, parce qu'encore une fois, les militaires ne sont pas faits pour rester au pouvoir. Les militaires sont faits pour rester à la caserne et sortir, défendre le pays si besoin est. Et les militaires ne sont pas censés rester au pouvoir et diriger un pays. Donc, ce n'est pas leur rôle. Si aujourd'hui, ils y sont, des choses qui les a amenés là, et il faut que la CEDEAO les accompagne. Moi, je préférerais plutôt, au lieu de parler d'intransigeance, de parler plutôt d'accompagnement, parce qu'on parle quand même de pays instables. Il faut le dire clairement, un pays à la tête duquel vous avez un groupe de militaires qui arrive, c'est que c'est l'instabilité. Donc, un pays instable dans une région, on ne parle pas d'un seul maintenant, on parle de 3 sur 15. Donc, vous voyez un peu l'ampleur de la situation. Donc, pour moi, je préconiserais plutôt, au lieu de parler d'intransigeance, de parler plutôt de coopération, d'accompagnement de ces États pour qu'ils puissent avancer dans l'agenda qu'ils ont mis en place. Parce que ce n'est pas une tâche facile. Et si je reprends l'exemple du Mali, vous avez encore aujourd'hui une bonne partie du territoire malien qui n'est pas contrôlée par le pouvoir public. Donc ça, c'est encore un grand défi qu'il faut résoudre. Le référendum constitutionnel qui est prévu ne peut pas se tenir dans certaines régions du Mali aujourd'hui parce que ces régions ne sont pas encore maîtrisées par les forces militaires. Donc tout ça, c'est des grands enjeux qu'il faut absolument traiter. Et c'est le cas également pour le Burkina Faso également. Donc c'est des questions importantes qu'il faut, je pense, accompagner ces États à traiter et non rester derrière eux comme des militaires pour dire « Allez, vous avez pris des engagements, il faut absolument les suivre ». C'est bien de suivre les engagements, mais est-ce qu'on leur donne les moyens nécessaires pour pouvoir y arriver aussi? C'est ça aussi le rôle de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est une organisation qui est censée accompagner les États membres dans tout leur processus de développement, donc y compris sur le plan politique, économique et tout le reste. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que la CEDEAO apporte concrètement comme soutien à ces États? Donc au lieu de parler d'intransigeance, moi, je préférerais plutôt qu'on parle d'accompagnement et de coopération avec ces régimes-là pour qu'ils essayent d'avancer sur les agendas. Voilà, Jonathan Guédégoui, est-ce qu'on devrait se réjouir du retour d'un Nigeria fort oui, nécessairement. C'est un atout pour la CEDEAO. Et donc, si le Nigeria prend conscience qu'il a quand même un rôle central, sinon d'impulsion, et à apporter dans le respect des autres membres. Parce qu'il ne s'agit pas pour le Nigeria de s'imposer, d'écraser tout le monde. Est-ce qu'on n'y va pas tout droit? Parce qu'on a parlé aussi de la remise sur pied de cette, en tout cas, d'une force d'intervention. C'est de ce point de vue que je suis relativement sceptique. Les Comores, on a tout ça en mémoire. Est-ce que le Nigeria aujourd'hui a les moyens d'entendre? Est-ce que les problèmes se posent avec la même acuité? Peut-être aussi que le Nigeria, indirectement, voudrait faire du give-back parce que dans sa lutte contre Boko Haram, il n'a pas moins été aidé par ses voisins, le Tchad en tête, mais le Bénin n'était pas en reste, on ne le dit pas suffisamment. Et donc, si le Nigeria a conscience de sa mission historique, de ce qu'il peut apporter pour la stabilisation de l'espace ouest africain, et pour le développement économique, comme le docteur Djifa disait tout à l'heure, tant mieux que cela a été bien pensé. Il est symptomatique que M. Tinubu vienne du même parti que le président sortant. Et ce qui
apparaît comme une rupture ne l'est probablement que dans le style, il me semble. Et j'en prends pour preuve la question du changement de la fin des subventions pour le pétrole, qui a fait sortir le président Boari de sa retraite pour apporter un soutien ferme à son successeur sur cette question en la prenant à son compte, en rappelant que c'est une question qui était à l'étude depuis bien longtemps et peut-être même avant son passage au pouvoir. Donc ça, c'est une mesure qui n'a été que différée plusieurs fois. Et donc là, une mesure qu'il a lui-même combattue pour être... Il a combattu démagogiquement. Voilà. Donc il y a eu des variations, sinon depuis le président Goodluck, pour ne pas dire Yaradua, et même au Obasanjo, la question était sur la table. Et je ne sais pas jusqu'où ils iront. Aujourd'hui, il y a des conditions plus concrètes pour y arriver avec la raffinerie de M. Dangote. Mais c'est juste pour dire que le Nigeria, est-ce que c'est le Nigeria nouveau que nous sommes en train de voir, assez sûr de sa politique économique et de ses moyens militaires pour être utile à la communauté? C'est vrai qu'on n'a pas entendu M. Tinubu se prononcer explicitement sur le terrorisme, qui devient quand même la question centrale aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que le Nigeria a comme apport, comme solution? Au lieu de ça, l'agenda qui a été entrevu ou imposé à la troïka des chefs d'État, c'est-à-dire en plus M. Tinubu, le président Talon et le président sortant de la CEDEAO, Embalo Sissoko, doivent d'ici 60 jours sortir une feuille de route. Vivement que nous passions cette étape-là, qu'on adresse désormais 2-3 questions fondamentales. J'ai dit sur le terrorisme, on ne les a pas entendus. D'abord, les pays sahéliens sont toujours aux abois. J'aurais espéré de la CEDEAO, et dans la foulée de la levée des sanctions économiques contre le Mali, un signal qui n'est pas venu rigoureusement. Oui, mais dans le même temps, on ne peut pas en vouloir à la CEDEAO. Ces pays en question, disons, envoient des signaux contraires. Ils sont seuls contre tout le monde, ils veulent se débrouiller seuls, ils ne veulent personne. Ils ont envoyé des signaux positifs avec le référendum au Mali. Est-ce que c'est ça qui n'a pas pu se tenir? Dr Djifa l'a rappelé. Certes, mais est-ce que... Comme toutes les velléités, les prétentions, qu'est-ce qui a décidé, factuellement, ça n'a pas pu se tenir. Les mois à assouplir les sanctions pour les aider à souffler. Oui, pour les aider à souffler. C'est un signal fort. Oui, c'est un signal fort qui est envoyé aux populations, pas forcément aux jeunes. C'est pas mon problème, les jeunes, mais les populations ouest-africaines ne comprennent pas, n'ont pas compris pendant longtemps nos institutions. Et ça va dans le bon sens, et il aurait fallu davantage pour montrer qu'il y a un souci de solidarité, de compréhension du phénomène et peut-être de tentatives de réponse plus coordonnées. Et ça, je continue de l'espérer. Oui, justement, je vous titille exprès là-dessus. On ne peut pas vouloir la CEDEAO, au sein duquel beaucoup de pays sont aux prises au même problème, que 3 pays disent laissez-nous débrouiller, nous ne voulons pas d'ingérence, nous ne voulons pas de vous, nous allons nous débrouiller tout seuls, et maintenant attendre que ces autres pays envoient des signaux. C'est assez contradictoire. Oui, ce n'est qu'en apparence, parce que concomitamment, ces pays ont demandé qu'est-ce que vous faites pour nous aider aussi à sortir d'affaires. C'est un peu fort de café. Mais au-delà même de ça, au-delà de la question terroriste qui va d'ailleurs au-delà des pays sahéliens, qui commence par toucher les pays du Golfe ou les pays côtiers, il y a la question de la monnaie, il y a la question de l'éco ou de la monnaie commune qui a été différée. Et le Nigeria, je pense, aura son mot à dire là-dessus. Je suis impatient de voir quelle va être la thèse globale du Nigeria, l'approche globale du Nigeria par rapport à l'ensemble de ces défis. Oui, quelle est votre position là-dessus? Par rapport au retour du Nigeria, est-ce qu'il faudrait... Est-ce qu'un Nigeria fort n'est pas bénéfique pour la sous-région? Un Nigeria fort serait vraiment bénéfique pour la sous-région, mais il ne faudrait pas aussi oublier que là, il ne s'agit pas juste de l'État nigérian, il s'agit de plusieurs États. Et il y a ce principe de base là qui empêche les États de s'ingérer dans les affaires des autres États, tant bien même qu'il y ait l'aspect de la coopération et qu'il y ait la possibilité pour
l'organisation d'intervenir sur le plan sécuritaire. Il y a ce facteur-là qu'il faut prendre en considération. Donc, de ce point de vue, oui, actuellement, l'actuel président du Nigeria est en train d'afficher une position d'un Nigeria fort, d'un Nigeria qui se veut être, enfin, un leader qui veut amener le reste de la communauté à faire ce qu'il faut faire pour que les trucs avancent. Mais est-ce que il suffirait juste de se manifester de cette façon-là? Est-ce que le fait d'affirmer cette volonté-là, avec cette tonalité-là, va plaire forcément à la junte? Parce qu'il ne faudrait pas aussi oublier que du côté, par exemple, du Mali, il y avait le fait que l'Occident, c'est-à-dire la France, s'ingérait dans leur façon de gouverner ou de diriger leur propre État, qui a fait qu'ils se sont séparés de lui. À un moment, la CEDEAO aussi les a sanctionnés, ils ont pris sur eux, ils ont continué à se développer. Donc là, ça c'est relatif. Oui, c'est vrai, c'est relatif. Ce n'était pas un très très grand développement, mais ils ont quand même essayé de montrer qu'ils pouvaient tenir tête aux différentes sanctions qui ont été émises à leur endroit. Donc, sur ce point-là, c'est bien vrai, ils se sont mis dans une posture de début, d'acceptation de ce retour à l'ordre constitutionnel là, mais personnellement, je ne pense pas que faire violence sur ces derniers-là soit la bonne méthode. C'est plutôt de les rappeler, de trouver maintenant, de mettre en place le mécanisme nécessaire pour conduire à un détachement ou à une dislocation. C'est violence. Ils ont tous pris des engagements, ils ont des calendriers électoraux, ils ont pris des dispositions librement. On leur demande juste de respecter ce Oui, on leur demande de respecter cela, mais il faudrait pas aussi oublier la réalité sur le terrain. Parce que tout à l'heure, il a été fait mention, c'est bien vrai. Il y a une fois le référendum, la fête du référendum qui a été émis et qui avait même, tout avait même été mis en place. Non, ça a été fait, mais seulement que ça n'a pas été fait. Oui, ça n'a pas été. Bon, est-ce que ça a été fait? On n'a pas pu voter au nord. Si on doit parler de référendum, c'est que ça doit couvrir tout le territoire. Et il y avait ces portions-là, ces zones d'attention-là, qui n'avaient pas pu véritablement prendre part à ce référendum-là. Oui, la faute à qui? C'est le pouvoir malien qui dit qu'il pouvait. Voilà, donc c'est de ça que je suis en train de parler. Il faudrait que le gouvernement, enfin le Nigeria, à la tête de cette présidence-là, prenne en considération aussi ces réalités-là. C'est un peu prenne en considération les incapacités de ces pays-là. Non, pas les incapacités de ces pays-là, mais plutôt ce qui se passe sur le territoire. Ok, d'accord. Et Dr. Djifa Abezouké, je vous pose la même question. Est-ce que c'est pas un peu trop facile de mettre tout sur le dos de la CEDEAO? Il faut que la CEDEAO comprenne, il faut que la CEDEAO accompagne. Quand ces pays en question font tout pour ne pas se faire accompagner, si je peux caricaturer ainsi, parce que je prends l'exemple du Mali, c'est le pouvoir malien qui a prétendu pouvoir organiser un référendum électoral. À la réalité des faits, c'est qu'ils n'ont pas pu. Aujourd'hui, le pouvoir malien est en incapacité d'aller organiser quoi que ce soit à Gao. Mais bon, on demande que les forces de la MINUSMA s'en aillent. D'accord, c'est acté. Mais on oublie qu'il y a beaucoup de pays africains qui sont impliqués dans cette force. Est-ce que, en réalité, ces pays ne se mettent pas en situation difficile, ne se sont pas corsetés eux-mêmes dans une situation difficile dont il est difficile aujourd'hui de s'extirper? Parce qu'on ne peut pas, tous nos pays, vous l'avez rappelé, tous nos pays sont confrontés à l'hydre terroriste, mais dans le même temps, ces pays, sous des prétextes autour duquel chacun peut avoir son avis, ne s'isolent pas eux-mêmes. Est-ce que le discours qu'ils tiennent chaque jour peut vraiment inciter les autres à faire quelques sacrifices que ce soit? Pour compléter ma question, on sait qu'il y a un mécanisme de solidarité. La Côte d'Ivoire, par exemple, a offert du matériel récemment. Il gère, disons, l'afflux des réfugiés, a construit pratiquement à sa frontière des abris pour ces réfugiés. Donc on ne peut pas dire que les pays de la CEDEAO ne sont pas, disons, volontaires ou ne coopèrent pas avec le Burkina, le Mali ou la Guinée. Je suis vraiment désolé, hein, mais je n'ai pas du tout saisi la question parce que la liaison est très mauvaise. La liaison, bon, je répète ma question. Est-ce que la position des trois pays cités, en tout cas en ligne de mire, visiblement, du président nigérian, est-ce que ces trois pays ne gagneraient pas aussi à changer de discours? Parce que dans le même temps, ils ne peuvent pas dénoncer l'ingérence ou l'indifférence des autres pays et envoyer dans le même temps des signaux contraires. Ah oui, tout à fait. Après,
vous avez ce que nous vivons aujourd'hui avec ces trois pays, c'est un peu, excusez-moi du peu, c'est un peu l'arrogance, on va dire, de ces gens, on va dire, qui veulent montrer qu'ils maîtrisent la situation et qu'ils peuvent le faire tout seuls. Mais je pense que oui, pour l'intérêt de tout le monde, de leur population en premier, il vaut mieux coopérer et essayer de trouver une solution avec les autres pays. Parce qu'encore une fois, ce qui se passe dans un pays de la CEDEAO, ça se passe dans tous les autres. Donc, certes, aujourd'hui, ça le concerne directement, mais tous les autres États aussi sont concernés d'une façon ou d'une autre. Donc oui, ils ont tout intérêt à coopérer plutôt que de faire l'arrogance qu'ils ont montré jusqu'à présent. Mais après, il faut dire que les autres États de la CEDEAO ou les présidents, si on veut, ne les ont pas aidés non plus à travers leur posture qu'ils ont adoptée. Et depuis le début de ces crises-là, c'est peut-être ça qui les a fait un peu rentrer dans leur gond. Mais je pense que... Non, mais est-ce que, sans vouloir vous arrêter, est-ce qu'on peut dire ça? C'est pas le faute. Si on prend le cas du Niger, le Mali, c'est pas que le Niger ne veuille pas coopérer. Le Niger a rappelé quelques points essentiels à ses yeux pour la sécurité des trois frontières. On prend le conflit avec le Niger, avec la Côte d'Ivoire. Oui, il y a eu cette question des soldats pris, en tout cas arrêtés, mais pas plus tard qu'il y a quelques mois, la Côte d'Ivoire a offert du matériel et de l'argent. La Côte d'Ivoire abrite les réfugiés du Burkina, par exemple. Donc, il y a beaucoup de questions. Le Ghana, en tout cas, les pays de la CEDEAO, au-delà du discours, quand même essayent de coopérer. Et c'est pas eux qui ont demandé au Mali non plus de chasser tout le monde de chez eux. Tout à fait. Bon, il est évident que voilà, les autres ne peuvent pas faire tout le travail à la place de ceux qui sont au pouvoir dans les trois pays en question, mais pour moi, c'est une question de coopération. Et ça revient en fait, ça remet sur la table tout l'intérêt de l'organisation sous-régionale là, qui a été mise en place depuis 1975 et dont l'objectif est justement d'accompagner les États vers le développement inclusif. Inclusif. C'est précisé comme ça dans le traité. Donc, et ça revient justement à reposer la question, est-ce qu'aujourd'hui, la coopération, elle est assez intense dans la sous-région ou c'est juste sur le plan théorique qu'on parle de coopération? Donc, certes, il y a des signaux, mais c'est pas assez fort comme on pourrait l'entendre aujourd'hui. Si vous prenez juste le cas en Europe, la guerre russo-ukrainienne. Vous voyez comment les autres pays européens se mobilisent. Ça se voit et ça se dit. Aussi, il y a quelque chose qu'on peut reprocher en fait à nos dirigeants africains, c'est le manque de communication. Il y a peut-être parfois des choses qui se font, mais qui ne se disent pas. La population doit savoir ce qui se fait pour se situer et ne pas justement se laisser influencer par ce qui se dit par les médias internationaux. Donc ça aussi, c'est important. Soit nos médias, c'est eux qui ne font pas le travail, ou soit c'est nos gouvernements qui ne laissent pas passer les informations pour qu'on les sache. Mais quelque part, il y a ce problème de communication qui peut... Voilà, ou peut-être que ce sont nos dirigeants qui ne parlent pas assez fort comme les dirigeants maliens, par exemple. Bon, ça c'était la boutade. Je vais attendre quelqu'un pour finir sur cette question. Non, disons que faut espérer qu'on ait l'occasion là d'un nouveau départ où chacun met de l'eau dans son vin. Les torts sont partagés, mais les peuples ouest-africains commencent pas à désespérer de ces organisations. Et donc, si on peut remettre au goût du jour l'ambition de ces deux hauts des peuples avec des actes concrets comme Dr Djifa le rappelait. Encore une fois, je me fais l'avocat du diable, mais il y a eu des actes concrets. Non, il n'y en a pas eu assez. C'est les millions de francs en armes de camionnettes qui ont été offerts au Burkina. Oui, bon, ça c'est la caricature, c'est déjà quelque chose. Oui, mais est-ce que, juste pour compléter ma question, on a encore quelques minutes, est-ce qu'on peut comprendre que certains pays soient sur la réserve quand ils ont sacrifié des hommes pendant des dizaines d'années et que subitement, qu'on ne leur reconnaisse pas? Non, c'est inadmissible de montrer de l'ingratitude et de l'arrogance dans une situation aussi épique que celle-là. Donc, et ça appelle davantage de responsabilité. Et comprenons-nous
convaincons-nous une fois pour toutes que la démocratie, c'est pas que les élections. Ouais. Et la CEDEAO, malheureusement, a péché dans sa doctrine par la seule exigence d'un calendrier électoral. On a vu les limites aujourd'hui en situation de sécurité. Même le Burkina, malgré la bonne volonté des uns et des autres, risque de ne pas pouvoir tenir les élections dans un an. Voilà. Juste 1 minute pour finir. 1 seconde. La question. Oui, non, votre conclusion, votre dernier mot. Bon, pour conclure, tout ce que moi je pourrais dire, déjà, c'est que oui, les différentes juntes, par exemple la junte du Mali a déjà amorcé le pas par rapport à ce processus-là. Le mieux serait d'essayer de rencontrer les collaborateurs, les partenaires de la CEDEAO là, afin de trouver le moyen concret pour permettre à ce référendum-là, ou bien de revoir les différentes procédures autour de cet agenda à cette feuille de route-là pour aboutir à ce retour à l'ordre conditionnel dans un bref délai. Dans les meilleurs délais. Merci Kenneth Guénolé Kpadonou. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique à Morgan Training. Merci Dr Djifa Agbezouken, défenseur du Togo, de la Guinée et du Burkina Faso. Merci pour vos contributions de ce soir. Joël Ataï-Gadegbe, expert en gouvernance. Merci également. Vous n'êtes pas non moins défenseur des putschistes. Mais bon, non, je vais pas vous affibler de ce sobriquet. Merci à vous. Et tous, vos partisans de la mauvaise foi que nous avez suivis. Merci de rester fidèles à nos programmes et à très bientôt pour d'autres développements.